Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Donc, ce soir, nous allons ensemble traiter d'un sujet qui, à la fois, va avoir un lien avec l'univers de l'éducation, évidemment, mais un sujet dans lequel nous allons aussi réfléchir sur nous-mêmes. Et par ricochet, évidemment, nous allons réfléchir aussi au niveau de nos enfants. Alors, la thématique que j'avais envie d'aborder avec vous ce soir, c'est donc comment apprendre à être dans la connaissance de nos qualités, comment faire en telle sorte que nous puissions aussi apprendre à nos enfants à les connaître. En premier lieu, évidemment, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que cette notion d'apprendre à connaître nos qualités, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, tout d'abord, savoir qu'il y a une notion fondamentale dans la tradition juive que l'on appelle la notion d'être makir et mekomo. Makir et mekomo, connaître son makom, connaître son lieu, c'est-à-dire savoir véritablement quel est le lieu dans lequel on doit exister, traduit de manière différente, quelle est la place que l'on doit occuper à l'intérieur d'un système. Nous faisons toutes et tous partie d'un monde dans lequel chacune et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous sommes des êtres singuliers. Notre singularité nous renvoie évidemment à la particularité, pardonnez-moi, du rôle qu'on va devoir jouer dans l'univers. Chacun d'entre nous a besoin d'être dans le savoir de sa singularité pour connaître le lieu et surtout ce qu'il va pouvoir et devoir faire exister à l'intérieur du monde dans lequel il se trouve. Et c'est la raison pour laquelle cette notion de savoir connaître les différents éléments qui nous constituent, et plus particulièrement les qualités qui sont les nôtres, vont être un élément capital par rapport à la construction de notre existence. Makir et mekomo, eh bien, c'est tout simplement avoir conscience de ce que nous sommes, de la place que nous allons occuper, et évidemment, à partir de cela, eh bien, nous allons essayer de véritablement découvrir comment est-ce que nous allons accéder à cela. J'ai envie quand même néanmoins de reprendre un petit peu cette notion du pourquoi et de la nécessité absolue de connaître les différents éléments qui nous constituent à travers un exemple très simple. Chaque être humain est constitué de deux grandes dimensions. Ces deux grandes dimensions sont d'un côté les dimensions corporelles, les dimensions du corps, tout ce qui a trait à l'univers de la réalité physique qui est identique chez tout à chacun. Nous avons tous des besoins de consommer, des besoins physiques, physiologiques qui sont là, qui font partie de chacune et de chacun d'entre nous. Et puis à côté, il y a autre chose qui va être notre particularité, notre spécificité, c'est-à-dire tous les éléments que l'on qualifierait peut-être de psychiques qui nous constituent. Alors, évidemment, l'un et l'autre sont ceux qui vont façonner l'humain que nous sommes. Être dans le savoir de notre particularité est l'élément qui va nous permettre donc de définir ce que nous allons devoir construire et mettre en place à l'intérieur de notre existence. Or, qu'on le veuille ou pas, notre particularité ne se définira sans doute pas par tout ce qui a trait à l'univers de notre dimension physique. Pourquoi ? Parce que de manière générale, eh bien, cela se ressemble. Qu'on le veuille ou pas, nous avons toutes et tous une certaine force physique, nous avons toutes et tous une certaine énergie, nous avons toutes et tous une certaine capacité dans la dimension physiologique de l'être et qui se ressemblent globalement. Par contre, là où va se situer notre particularité, notre spécificité, c'est en effet à l'intérieur de nos différents traits de caractère. Alors, évidemment, être dans le savoir de ce que nous sommes n'est pas quelque chose qui est très simple. Pourquoi ? Parce que, rappelons-nous de ce verset qui nous dit la chose suivante, c'est un verset qui est dans le prophète Jérémie, il est chapitre 9, verset 5, et Jérémie, de manière très lapidaire, va nous dire « Shivtera betor mirma ». Vous savez, les prophètes n'y allaient pas avec le dos de la cuillère
ils disent les choses clairement. Shiv Torah betor mirma, traduction, tu es installé betor mirma à l'intérieur de ton mensonge. Yirmiyahu Hanavi nous dit, au fond, sache que être dans la découverte des éléments qui te constituent, et ce soir, nous allons essayer évidemment de nous tourner vers les différents traits de caractère positifs qui sont les nôtres, n'est pas quelque chose de simple, car en effet, Shiv Torah betor mirma, nous sommes toutes et tous installés à l'intérieur de nos mensonges, c'est-à-dire nous n'avons pas trop envie de découvrir la réalité de ce que nous sommes, ni dans sa dimension négative, et même pas nécessairement dans sa dimension positive. On va essayer de le comprendre dans quelques instants. Pour illustrer cette idée-là, Rav Wolbe, dans le Haléchour, dans le premier tome du Haléchour, va donner une image très simple que je cite souvent dans mes cours et qui est au fond terriblement vrai. En tout cas, on s'y retrouve. Il parle de ces deux personnes qui sont dans une pièce et qui sont en train, en effet, de discuter à propos d'une troisième personne. Cette troisième personne, qui est-elle? C'est nous. Et ces deux personnes sont dans cette pièce et nous sommes à l'extérieur de la pièce. Et le premier, qui est un ami très proche, commence à nous faire énormément de compliments, et le second, qui n'est pas notre ami spécifiquement, est en train de relativiser tout ce que l'autre dit de positif sur nous. Il y a de fortes chances que nous validions les paroles du second, car en effet, nous savons très bien que le regard que l'autre a sur nous est souvent imparfait et qu'il ne connaît pas véritablement la totalité des éléments qui nous constituent. Alors, à partir de cela, comment allons-nous faire pour partir à la découverte des différents traits de caractère qui nous constituent et surtout, en premier lieu, des traits de caractère positifs? Rappelons-nous en premier lieu d'un enseignement d'un maître qui s'appelle Rabbeinu Yonah de Gérone, et qui nous dit qu'il est strictement interdit, alors le strictement, c'est moi qui le rajoute, qu'on soit bien clair, en tout cas il dit qu'il n'y a pas lieu d'explorer les éléments négatifs de notre personnalité tant que nous n'avons pas une connaissance claire des éléments positifs. Et évidemment, et je me permettrai au fur et à mesure de ce partage, de cette réflexion avec vous, d'ouvrir des parenthèses au niveau de l'éducation, car ce qui est valable pour nous, évidemment, va l'être aussi par rapport à nos enfants. Nous ne devons pas être dans le savoir de ce qui ne va pas tant que nous n'avons pas une connaissance claire des éléments positifs. Pourquoi? Alors, évidemment, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est ainsi que nous fonctionnons dans notre nature. Or, cette nature, à terme, pourra être toxique à l'intérieur de notre existence. J'ai souvent cité aussi dans mes cours cet enseignement du Roche de Rabbeinu Asher qui nous dit que Darkan chez la briotte, le galot est araot ou le halim est atovot, que la nature profonde des individus est de révéler en premier lieu ce qui ne va pas et de mettre de côté ce qui va. C'est valable dans la relation à l'autre, mais c'est valable aussi dans la relation à nous-mêmes. Et évidemment, si nous mettons en premier lieu en exergue les éléments de dysfonctionnement qui nous constituent, le danger va être de ne voir dans les éléments positifs que ce qui nous permet de compenser ce qui ne va pas chez nous, et donc de ne pas voir à travers ces éléments l'expression de notre grandeur, mais bien plus ce qui permet d'atténuer ce qui ne va pas chez nous. Or, le but, en connaissant les éléments positifs qui nous constituent, ce n'est pas d'avoir une vision moins catastrophique de nous-mêmes, mais au contraire, de voir avant tout, à l'intérieur des éléments positifs que nous allons découvrir chez nous, l'expression d'un monde des possibles au niveau de réalisations les plus belles qu'elles soient. Rabbeinu Yonah donc va nous dire, ne cherche pas à savoir ce qui ne va pas chez toi, attache-toi en premier lieu à découvrir les éléments positifs qui font partie de toi-même. Évidemment, lorsque l'on entend cela, on va dire super, c'est très bien, comment on fait? Mais au-delà de ça, certains vont pouvoir immédiatement s'opposer à cette démarche en disant oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas ici une forme d'orgueil et de construction d'une vision erronée de nous-mêmes si nous commençons d'abord à voir toutes nos qualités? Et c'est là où nous allons ouvrir un texte qui est au fond un verset
qu'a écrit le roi Salomon et qui est le suivant. Vayikba libo bedarke Hashem. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, l'être le plus sage de tous les humains que la terre a pu porter, va dire Vayikba libo bedarke Hashem, son cœur s'est enorgueilli dans les chemins de Dieu. Traduction, Shlomo HaMelech nous dit, dès lors que le savoir que nous allons avoir de ces qualités n'est là que pour pouvoir s'interroger sur la responsabilité que cela va créer à l'intérieur de notre existence, alors en effet, il est de notre devoir d'être dans cette connaissance. Lorsque vouloir découvrir ce qui fait de nous potentiellement un être grand n'est là que pour justement, n'est là que pour être utilisé pour grandir, alors en effet, il n'y a pas ici une quelconque dimension d'orgueil. L'orgueil, dans la tradition juive, c'est lorsque l'individu va s'approprier les qualités qui sont les siennes pour pouvoir les utiliser par rapport à ses projets personnels et non pas par rapport à ce que j'ai envie de dire, la fonction qu'il doit utiliser à l'intérieur de l'univers. Et ça, c'est déjà le premier point en ce qui nous concerne, nous, et évidemment dans la relation que nous allons avoir avec nos enfants. Il est important, dès le début de la démarche éducative, de s'attarder sur tout ce qui nous permettra de voir les qualités que possèdent nos enfants. Et regardez, nous le faisons de manière très simple lorsque nos enfants sont bébés. Lorsque les bébés sont des bébés, on voit en premier lieu quoi? Qu'il fait un petit sourire, qu'il essaye d'attraper quelque chose, qu'il essaye de se débrouiller tout seul, qu'il essaye de se retourner dans son parc ou dans son lit, qu'il essaye. C'est-à-dire, au début, comme nous voyons dans les éléments qui nous perturbent, c'est-à-dire ses pleurs et ses cris, non pas l'expression de quelque chose de négatif, mais d'une réalité qui fait partie de tous les enfants, nous allons avant tout nous focaliser sur ce que nous allons voir de positif par rapport à lui. Et puis à un moment, c'est intéressant de voir qu'il y a un switch qui va se faire, une transformation, dès lors que nous aurons l'impression que ce que nous allons appeler ces défauts sont l'expression de ses choix et de quelque chose de volontaire. Réfléchissons bien, chacune et chacun d'entre nous. À quel moment nous commençons à parler de ce qui ne va pas chez l'enfant lorsque nous avons l'impression que ce qu'il a comme trait de caractère que l'on va appeler négatif, c'est une forme de choix qu'il est en train de faire. Et donc là, en effet, ça nous dérange. Le point de départ sera donc de se refuser à minima à nommer et à nommer, oui, pardonnez-moi, tout simplement, à nommer les points négatifs chez l'enfant. Ne les nommons pas, moins on les nomme, moins ils seront présents par la suite. Ce n'est pas un truc kabbalistique, on va comprendre un peu plus tard. Les mots qui définissent l'enfant doivent avant tout être des mots qui révèlent les éléments positifs qui font partie de lui-même. La question qui se pose est de savoir comment est-ce qu'on apprend à le voir. Et ici, je voudrais citer à nouveau un texte, parce que ce soir, ce n'est pas un cours de psy, qu'on soit bien clair, c'est un cours de Torah. Je voudrais citer un texte. Ce texte est aussi tiré de l'enseignement de Rabbeinu Yona de Gérone, dont j'ai souvent parlé dans certains de mes cours, qui est donc un des contemporains de Maïmonide, qui a vécu à Gérone,
et qui écrit dans un de ses livres la chose suivante, que Tsarich ha'adam, que l'individu doit la da'at erko ou le hakir ma'alotav. Ptira, le point d'entrée de la construction de son existence, c'est d'abord la da'at, connaître erko, sa valeur, ou le hakir et connaître ma'alotav, ses qualités. Je vais, si vous le voulez bien, m'arrêter un instant sur les mots qu'utilise Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, ici, utilise une terminologie très particulière, et vous savez que lorsque nos maîtres, surtout les maîtres de l'époque de Maïmonide, c'est-à-dire ce que l'on appelle les rishonim, les premiers, c'est-à-dire ceux qui vont expliciter de manière très puissante le Talmud, et qui vont en être les commentaires essentiels, comme Rashi, comme le Rosh, comme le Rif, comme le Rambam, comme Nachmanide, eh bien, il faut savoir que le choix des mots est extrêmement important. Que va-t-il dire? Tsarir chez Yeda Erko, il faut connaître sa valeur et être makir et connaître ma'alotav, ses qualités. Deux termes ici qui, chacun d'entre eux, expriment la notion du savoir et de la connaissance. Seulement, ils sont différents. Et s'il y a des hébraïsants, évidemment, qui sont à l'écoute, ils ont, à mon avis, déjà commencé à percevoir où se situe la différence. Tsarich la da'at erko. Point de départ, la da'at. Connaître, mais c'est un terme très particulier. Le da'at, c'est ce que l'on appelle la connaissance intime. D'ailleurs, vous le savez parfaitement, vous l'avez sûrement entendu déjà dans de nombreux cours, que lorsque la Torah nous parle pour la première fois de la connaissance intime entre l'humain au masculin et au féminin, entre Adam et Ève, le texte nous dit « Vayeda Adam et Chava ishto » Adam a littéralement connu Ève, son épouse. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de da'at, il s'agit d'une connaissance intime, une connaissance que l'on ne peut expliciter nécessairement avec des mots, quelque chose qui nous habite en profondeur, à l'image de ce qui se joue au niveau de l'intime dans une relation de couple, où il y a une connaissance nouvelle de l'autre à travers ce triple dialogue qui est celui du corps, des cœurs et des âmes, où là il y a une connaissance autre, mais qu'il est parfois difficile de verbaliser, de mettre en mots. Eh bien, dit Rabbeinu Yona, il faut d'abord connaître dans cette dimension-là, erko, sa valeur. Erer, c'est la valeur. Traduit de manière différente, je dois être convaincu au plus profond de moi-même, dans ce qu'il y a de plus intime, que j'ai, et chacun d'entre nous doit utiliser ce je, que j'ai une valeur en tant que telle. Et cela est quelque chose aussi que l'enfant doit percevoir extrêmement tôt, qu'il a une valeur qui n'est pas déterminée par ses réalisations, par ses capacités, par l'impact qu'il a dans le monde dans lequel il se trouve, de par le fait qu'il est, il a une valeur. Et on est dans un univers dans lequel, eh bien, on pense que l'on a une valeur que dans la mesure où l'on va occuper une place, où l'on va produire quelque chose, où l'on a un impact. Et c'est ici la première erreur que nous faisons. Nous sommes, chacune et chacun d'entre nous, un être unique, et même si ce que je vous dis est du domaine de l'évidence, eh bien, c'est pas grave, il faut être capable de se le redire. Et on a un RR, on a une valeur. La grande difficulté que l'on a dans notre monde, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas l'impression que dans notre société, on nous donne de la valeur de par le fait que nous sommes, mais d'abord à travers ce que nous allons réaliser et faire. Et c'est le problème de la société dans laquelle on se trouve. Il y a une très très belle histoire, vraie, que j'ai lu. Alors,
j'ai peur de ne pas la raconter exactement comme il le faut dans les détails. Mais l'histoire, globalement, est celle-là. C'est la rencontre entre deux individus qui a lieu quelques bonnes années après la guerre, et l'un des deux dit à l'autre, tu sais, je te dois la vie. Et l'autre de lui demander pourquoi. Et le premier de lui dire, nous étions ensemble dans le même camp de prisonniers. Et encore, de prisonniers, vous voyez ce que je veux dire. Et j'étais mal, j'avais faim. Je mourais de faim et je te rencontre et je te dis, je cherche à manger. Toi, tu me dis aussi, je cherche à manger. Nous venions d'être libérés, les Allemands venaient de quitter le camp. Et tu es venu et tu m'as regardé, tu m'as dit, qu'est-ce que j'aimerais te donner quelque chose à manger? Moi aussi, je cherche, je ne trouve rien. Mais la seule chose que je peux te donner, c'est tout simplement te prendre dans mes bras et te dire que je t'aime. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu existes, parce que tu es là, parce que tu es mon frère. C'est tout. C'est-à-dire, tu as une valeur de par le fait que tu existes. Et cet ami, de lui dire quelques années après, il s'était perdu de vue, eh bien, ces mots-là m'ont donné la force et les énergies. Et par la suite, eh bien, je me retrouve maintenant face à toi, grâce à Dieu, dans une dimension différente. Yada Erko, parce que c'est toi. Et pas parce que c'est toi qui réalise, qui fait, qui agit, qui ceci, qui cela. Non. Vous savez, c'est cette notion de la Da'at Erko, avoir conscience qu'on a une valeur et donner à nos enfants et aux autres conscience qu'ils ont une valeur, c'est quelque chose que l'on va mettre en place de manière très concrète, à travers le fait que l'on se tourne vers l'autre et qu'on décide de lui sourire, de lui parler, ne serait-ce que parce qu'il existe. Vous savez un petit peu ces appels téléphoniques, pourquoi tu m'appelles? Parce que tout simplement, j'avais envie de te saluer, de prendre de tes nouvelles. Point à la ligne, sans plus. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que je peux attendre, ce n'est pas ce que tu représentes, ce n'est pas ça. J'avais envie de prendre de tes nouvelles. Comment tu vas, toi? Et c'est vrai que la Da'at Erko, ça passe à travers cela. Alors évidemment, il est important d'apprendre à le faire par rapport à soi-même. Mais nous, en tant que déjà parents ou en tant que futurs parents, ou en tant que grands-parents, en tant que Bezrat Hashem Yatori, grands-parents pour tout le monde, c'est-à-dire, ok, la Da'at Erko, c'est révéler à l'autre qu'il a une valeur en tant que tel, de par le fait que nous nous tournons vers lui, juste parce qu'il existe. Cette notion, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, ou vous en rendez compte sûrement, pardonnez-moi de le dire de cette manière, évidemment que vous le savez, et évidemment que vous en rendez compte. Combien ça peut toucher quelqu'un? Un enfant, comment tu vas? Raconte-moi, quoi de neuf? Juste comme ça. Montrer qu'il a une valeur en tant que tel. Lui sourire, le regarder. Regardez quand vous êtes face à un petit enfant dans la rue et que vous lui souriez, pourquoi il est content? Parce que vous lui avez montré qu'il existe, de par le regard que vous avez porté sur lui. Et ça le nourrit. Ça, c'est déjà donc le premier point. Avoir cette conviction. Et au-delà de ça, tu as une valeur en tant que membre du peuple d'Israël parce que tu as une fonction particulière, comme chacune et chacun dans cet univers a une fonction. Et tu dois avoir conscience que tu as une histoire, tu as une particularité, comme chacun doit savoir qu'il a une histoire et une particularité. La date, en être profondément convaincu et mettre de côté celles et ceux qui définissent la valeur de l'être à travers ce qu'il représente dans une société, ou à travers ce qu'il fait, ou à travers ce qu'il réalise. Et je vais nous donner l'exemple de cela. Rappelons-nous de cette idée que vous avez peut-être une fois déjà entendue. Le texte nous dit que que Dieu dit, et ceux que j'aime sont à l'image du soleil dans sa toute-puissance. Quelles sont ces personnes que Dieu aime et qu'il compare au soleil dans l'expression de sa toute-puissance, c'est-à-dire de quelque chose qui est une énergie incroyable? Eh bien, c'est Nelavim Venanovim, les gens que l'on méprise et qui ne répondent pas,
qui sont capables de ne pas tomber dans le cycle et dans les spirales des agressions, des réponses dans tous les genres par rapport à ce qui se dit à droite et à gauche. Quelqu'un qui est capable de prendre sur lui, c'est-à-dire on ne voit rien. Mais cette personne-là, à travers ce qu'elle a réussi à faire, c'est-à-dire dans la maîtrise de ses réactions et l'expression de la véritable grandeur, on y reviendra par la suite. Chez Yehuda Herko, donc, chez Yehuda Herko, qu'il ait le savoir, la connaissance, la conviction profonde qu'il a une valeur, et mettre de côté les personnalismes avec ce que tu fais, avec ce que ceci, ça, qu'est-ce que tu crois, ça, vous savez, le fameux espèce de vaut-rien. Non, on n'est pas un vaut-rien. On est quelqu'un qui a une valeur, qui parfois fait des choses qu'il n'a pas lieu de faire, qui parfois en effet dysfonctionne comme tout être humain, qui a comme tout le monde, comme vous et moi, à un moment de sa vie, le syndrome de l'imposteur, qui est persuadé que si les gens savaient tout ce qu'il était, on ne le regarderait pas de la même manière. Tu as une valeur en tant que telle. Tu possèdes une neshama, tu possèdes une âme. Tu t'appelles un être humain fait à l'image de Dieu. Et ça, ne l'oublie jamais. La seconde dimension, dit Rabbeinu Yona, chez Yakir Ma'alotav. Chez Yakir, alors le Hakir, c'est être dans un savoir, une connaissance, à l'image de je vous connais, je connais Abraham, je connais Rivka, je connais Yitzhak, je connais monsieur, je connais madame, les gens que l'on connaît. C'est-à-dire, on est capable de les définir, on est capable d'en parler, on est capable de l'exprimer de manière très claire. Le Hakir Ma'alotav. Et là, on est face au mot, pardonnez-moi, important. Chez Yakir, qu'il connaît, c'est-à-dire qu'il soit capable, de la même manière qu'il peut écrire « je connais monsieur, je connais madame, je connais X, je connais Y », qu'il soit capable de noter « je connais Ma'alotav ». C'est Ma'alot. C'est intéressant. Je n'ai pas traduit encore le mot. Ma'alotav. On parle ici de quoi? De qualité. Or, de manière générale, le mot que l'on aurait utilisé, c'est plus le mot midot tovot, c'est traits de caractère positif. Or là, il est intéressant de voir que Rabbeinu Yona, qui donc fait évidemment très attention aux mots qu'il utilise, nous parle des ma'alot. Ma'alot, ça vous rappelle rien? Shira ma'alot, d'accord, hein, on le connaît. Shira ma'alot, le chant ma'alot, ma'alot, des degrés, d'accord, on monte. Ma'alotav, des choses, et qu'il ait le savoir des éléments qui lui donnent une dimension de ma'ala, une dimension d'élévation. Ça veut dire que avant même d'être utilisées, ces qualités s'appellent ma'alot, quelque chose qui l'élève. Pourquoi? Parce que si tu possèdes ces qualités, c'est qu'au fond, on considère que tu es capable de les utiliser et d'en faire quelque chose, et à partir de cela, de te faire grandir et de faire grandir les univers qui sont autour de toi. Le Hakir Ma'alotav, d'être dans le savoir et la connaissance de ces Ma'alot, de ces qualités. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rentrer là-dedans et savoir véritablement quels sont nos Ma'alot? Nos Ma'alot, tout d'abord, et c'est un point évident, mais je préfère le dire, nos traits de caractère positifs ne sont d'aucune manière ceux que nous découvrons à travers un regard sur les efforts que nous avons faits dans les univers X, Y ou Z de nos qualités. Une qualité, une ma'ala, c'est un élément qui fait partie de nous, point, et qui est quelque chose avec lequel on peut construire une dimension positive. Exit la notion d'effort. On ne définit pas un trait de caractère positif parce que nous avons dû l'acquérir. Ce que nous allons faire, et c'est une formule que j'aime utiliser, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ouvrir
notre boîte à outils et nous allons examiner ce qui a été mis à l'intérieur. Le Hakir Ma'alotav, c'est être prêt à découvrir les qualités qui sont les nôtres, qui vont faire de nous potentiellement quelqu'un de grand et qui sont là, posées face à nous. Aider nos enfants à prendre conscience de leurs qualités, c'est d'abord avoir pris l'habitude de faire cela par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de découvrir que nous avons des singularités qui sont les qualités qui sont les nôtres et qui font de nous un être potentiellement extrêmement grand. Les Ma'alot, ces qualités, nous devons de les connaître, nous devons faire en telle sorte que nos enfants les connaissent. Comment voulons-nous aider nos enfants à construire leur histoire si on ne leur apprend pas à savoir ce qui est présent dans leur boîte à outils? L'absence de certaines qualités nous amènera à ne pas leur demander de se battre pour pouvoir se retrouver dans un univers pour lesquels ils ne sont pas véritablement équipés. La difficulté, c'est tout simplement d'être prêt à travers la découverte de ces Ma'alot à tout simplement s'interroger dans un second temps sur la responsabilité que cela va créer à l'intérieur de notre vie. Et au fond, nous-mêmes déjà en tant qu'adultes, nous devons être capables de nous arrêter là-dessus et de nous dire, mais quelle est l'utilisation que je suis prêt à faire des qualités qui sont les miennes? Et est-ce que cette utilisation se fait dans le cadre le plus optimal qui soit? Pourquoi on n'est pas toujours prêt à découvrir nos qualités? C'est qu'en les découvrant, on risque à un moment de s'interroger sur les obligations que créent ces qualités dans notre vie. Lorsque tu possèdes dans ta boîte à outils un certain nombre justement d'outils, on te demandera un jour comment se fait-il qu'ils sont toujours bien rangés à l'intérieur de cette boîte à outils et qu'ils n'aient jamais ou quasiment jamais été utilisés. On te demandera la question suivante: comment se fait-il que ce marteau n'ait été utilisé que de très rares fois et juste pour casser des noix, alors qu'avec ce marteau, tu aurais pu planter des clous et faire beaucoup de choses dans l'univers dans lequel tu te trouves? Être prêt à découvrir nos qualités, c'est être prêt à s'interroger sur l'utilisation que nous devrons en faire à l'intérieur d'un projet de vie. Aider nos enfants à découvrir leurs qualités n'existe que dans la mesure où, dans notre propre existence, le savoir que nous avons de ces qualités nous a amenés à les utiliser ou à essayer de les utiliser de manière optimale. Évidemment, nous serons crédibles vis-à-vis de nos enfants si, à l'intérieur de notre système, nous avons d'abord décidé de fonctionner de cette manière. Et quelque part, il n'y a pas, pardonnez-moi, de plus grand bonheur que de réaliser que nous pouvons utiliser les qualités qui sont les nôtres de la manière la plus positive qui soit à l'intérieur du monde dans lequel nous nous trouvons. Comment est-ce qu'on apprend un enfant à connaître et à savoir sa qualité? C'est très simple. De la même manière que l'on va le faire chez soi-même. C'est-à-dire en observant nos mouvements au quotidien
et en essayant de voir quelle qualité ces mouvements révèlent. Évidemment, ça va prendre du temps. Et c'est la raison pour laquelle, pardonnez-moi si je fais cet écran publicitaire, exit les portables que l'on utilise en permanence, exit ces milliards de vidéos que l'on regarde, exit ces conversations Facebook, exit toutes ces choses-là qui nous empêchent d'utiliser notre temps à être dans une observation des mouvements que nous avons opérés et pour en apprendre à partir de cela les qualités que cela révèle. Exit tous ces moments dans lesquels nous pensons que nous faisons plein de choses positives parce qu'on nous dit de répondre, d'envoyer des messages, de faire ce que vous voulez, alors que ces moments-là devraient être utilisés en premier lieu pour pouvoir réfléchir sur ce qui s'est passé ce matin et hier et se dire, tiens, si je repasse le film de mes dernières journées face à moi, quelles sont les qualités que j'ai révélées à travers ce que j'ai pu faire? Quelles sont les qualités que j'ai révélées? Et ça serait très intéressant parce qu'au début, vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas simple et au bout d'un moment, ça devient du domaine de l'évidence. Je vous pose une question très simple. Observez vos enfants. Pour celles et ceux qui ont déjà le bonheur d'en avoir, et Bezrat Hashem, pour toutes et tous les autres, Bezrat Hashem, sans exception, le jour où vous aurez face à vous vos enfants. Observez-les, voyez-les agir. Et après, prenez un papier et dites-vous quelles sont les qualités que j'ai pu voir, pardonnez-moi, à travers ce que cet enfant a pu faire ce matin. Et parfois, on est là avec un grand « je ne sais pas, je ne sais pas ». Vous allez demander à d'autres personnes qui arriveront peut-être plus rapidement. Pourquoi? C'est juste une question d'habitude. C'est juste une question d'habitude. Et c'est vrai que ces qualités-là, au bout d'un moment, on s'habitue à les voir de manière évidente. Et je vais vous donner un exemple très récent auquel j'étais confronté, d'une jeune fille qui, nous fait sa petite crise, on va dire, d'accord, que j'ai rencontrée. Et évidemment, elle est là dans sa révolte, d'accord, on connaît ça. Et elle a une posture très intéressante, c'est que vis-à-vis de ses parents, eh bien, elle se rend bien compte que ça les touche, elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Alors nous, bien sûr, la première chose qu'on a tendance à voir, à dire manque de cœur, manque de cœur, manque de cœur, manque de cœur, ça se passe, c'est honteux, manque de reconnaissance. C'est possible, c'est possible. Mais en même temps, elle révèle une qualité qui est incroyable. C'est quoi? C'est le fait de réussir à prendre de la distance au niveau de ses émotions et faire en telle sorte que ça ne soit pas elle qui, ici, en l'occurrence, vont diriger ses mouvements. C'est intéressant. Elle est capable, si elle le désire, de faire abstraction de ses émotions et d'agir fonction des choix qui sont les siens, qui est je veux m'opposer, je veux me mettre en rupture. C'est-à-dire que, alors que, qu'on le veuille ou pas, les parents sont bouleversés, qu'il y a inconsciemment ici un chantage affectif qui est en train de se jouer, et c'est classique, elle arrive à prendre de la distance. Mais dites-moi dans la vie, réussir à ne pas tomber dans les chantages affectifs, réussir à prendre de la distance par rapport à ses émotions et faire que d'abord notre tête gouverne par rapport à des décisions qu'on doit prendre, c'est une qualité incroyable. Nous, ce qu'on lui demande évidemment, c'est d'être capable de faire ça dans tous les domaines de sa vie. Mais il y a ici une qualité. Et cette qualité, elle n'est pas banale. Parce que combien de personnes agissent sous le coup des émotions et sont incapables de donner à leur intellect la gouvernance par rapport à des situations de vie. On voit des personnes dire « Waouh, tu as vu comment l'autre l'a stressé et est-ce que tu as
constaté combien il était capable de ne pas réagir et de faire les choses avec intelligence. Pourquoi? Parce que tout simplement, son intellect a dominé ses émotions. C'est une qualité incroyable. Ici, en l'occurrence, son sechel, son intellect, c'est-à-dire son choix, sur lequel il y a lieu de discuter, évidemment, les oppositions, tout ça, c'est un autre sujet, à un moment, est suffisamment clair pour qu'elle réussisse à ne pas tomber dans le piège des émotions, y être en distance et ne pas surréagir par rapport à ses parents, dire écoutez, je comprends, vous voulez faire ce que vous voulez, mais moi j'ai fait mes choix, etc. Et ils sont là, ils se rendent compte, mais on souffre, etc. Bon, ben ok. C'est-à-dire qu'à un moment, je cache, je suis capable de prendre mes émotions, de les mettre de côté et d'agir en fonction de mon séchel. C'est-à-dire que même dans une situation pareille, qui est une situation, qu'on le veuille ou pas, d'une certaine manière dysfonctionnelle, cette personne révèle une capacité, une qualité qu'elle possède. Maintenant, ici, elle l'exprime dans un cadre que l'on considère inadéquat. C'est possible. Mais qualité, elle possède. Et je reprends cet exemple ultra classique que j'ai très souvent donné. Un enfant têtu deviendra un adulte tenace. Or, la ténacité, c'est une qualité rare. Mais cette ténacité, nous la voyons à travers l'enfant, lorsqu'en effet, il est têtu et il ne veut rien lâcher. Or, comme ça nous dérange, nous ne voyons pas ici une qualité qui est présente parce que, à l'instant T, cette capacité s'exprime de manière inadéquate. Et comme elle s'exprime de manière inadéquate, donc elle nous pose problème, mais elle reste qualité. Et donc c'est la raison pour laquelle je nous propose de commencer à faire ce travail de prise de distance entre le lieu d'expression d'un trait de caractère et la définition de celui-ci. Vous avez, par exemple, des personnes avec lesquelles on ne peut rien négocier. Alors, c'est vrai que quand on est confronté à les dire « Non, je suis désolé, monsieur, c'est comme ça, c'est pas autrement », on le vit mal. On aimerait bien qu'elles soient un peu plus souples. Mais au fond, ce sont des personnes qui ont fait des choix. Et lorsqu'elles ont fait des choix, elles sont capables de tenir les choix qu'elles ont faits. Mais dans l'univers des engagements, dites-moi, c'est pas mal ça. Quand quelqu'un a pris un engagement et qui tient ses engagements, évidemment que c'est quelque chose qui est un point positif. Alors là, ici, cette dimension-là, on la vit mal parce qu'elle est dans un univers inapproprié, mais dans l'absolu, c'est une capacité, c'est un élément positif. Le Hakir Ma'alotav, donc, ça va être cette liberté que l'on se donne de voir ces dimensions positives qui sont présentes chez nous, même si dans un second temps, elles nous interrogeront sur l'utilisation que l'on va en faire. Au niveau de l'enfant, je vous propose de faire le travail suivant. Je dois me dire aussi, je nous propose, mais nos enfants, Percé Lyon, un peu grandi déjà, c'est un travail qu'on a déjà un petit peu essayé de faire. Je vous prie de m'excuser. Je vous propose de faire ce travail suivant. Un travail à mettre en place au niveau du couple. C'est-à-dire de faire en telle sorte qu'on s'assoit un soir tranquillement et qu'on dise à notre conjoint, on se donne un quart d'heure. On prend une feuille chacun, on peut même jouer au jeu du baccalauréat, vous savez, hein, on prend une lettre. On pourrait même le faire d'ailleurs sous cette forme. Et on va essayer chacun d'entre nous, monsieur et madame, de noter les 2-3 qualités que nous voyons chez chacun de nos enfants et surtout de mettre à côté de cette qualité d'où nous avons observé
ou découvert que cette qualité est présente, non pas une fois ou deux fois, mais de manière régulière et récurrente. Et évidemment, je vous propose de faire la même chose au niveau du couple. Avec ce danger, c'est que si l'autre n'arrive rien à découvrir, ça peut être légèrement déstabilisant, donc on va d'abord commencer au niveau des enfants. Maintenant, par rapport à nous-mêmes. Par rapport à nous-mêmes, comment est-ce qu'on va faire pour réussir à voir quelles sont ces qualités qui sont les nôtres? On a vu qu'il était important de ne pas avoir en tête ses défauts. Maintenant, pour cela, je n'ai pas beaucoup d'autres solutions à vous proposer, si ce n'est de se poser et de faire ce que nos maîtres nous proposent, c'est-à-dire tous les soirs, ou au moins une fois par semaine si c'est possible, prendre son petit carnet et s'arrêter un instant et réfléchir. Et se dire, j'ai des qualités, évidemment. Maintenant, est-ce que je suis prêt à les noter et à partir de cela, à accepter qu'elles existent chez moi? Est-ce que je suis prêt à accepter de voir que j'ai des qualités chez moi? Vous allez dire, mais c'est simple. D'un côté, oui, de l'autre côté, non. Pourquoi? Parce que nous avons en effet, et là je rentre en effet dans ce que nos maîtres nous disent, un Yetzer hara, une tendance qui est là pour nous empêcher de voir les qualités dès lors qu'elles ne sont pas dans la perfection absolue. C'est-à-dire que si nous n'avons pas exprimé cette qualité de manière constante, alors nous avons l'impression que ce n'en est pas une. Je vais vous donner un exemple tout bête. Être capable de faire preuve d'altérité, de chesed. On est bien d'accord que nous n'arrivons pas tous les jours à répondre présent à toutes celles et à tous ceux qui ont besoin de nous. Évidemment, on est d'accord. Qu'on n'arrive pas tous les jours à sourire de la même manière à toutes les personnes que l'on croise. Que nous n'arrivons pas tous les jours à être à l'écoute des besoins de celles et de ceux qui sont à nos côtés. Donc, comme nous allons, et ça va être quasiment automatique, voir en premier lieu les moments dans lesquels cette qualité ne s'est pas exprimée, nous pensons que celle-ci ne fait pas partie de nous-mêmes. C'est là où, en effet, nous sommes à nouveau dans l'erreur. Regardez, on l'a tous fait avec nos enfants. On a tous constaté que nos enfants, lorsque quelque chose les intéressait, ils sont capables de faire preuve d'une volonté incroyable. Parce que la majeure partie des enfants ont une véritable volonté à l'intérieur d'eux. Seulement, comme ils ne l'ont pas exprimé toujours et comme ils ne l'ont pas nécessairement exprimé dans les cadres dans lesquels nous aurions voulu qu'ils l'expriment, alors nous ne voulons pas voir qu'il y a ici une qualité qui s'appelle la volonté. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'exprime pas de manière constante et plus encore parce qu'elle s'exprime dans des cadres et dans des lieux qui ne nous plaisent pas. Mais elle reste qualité. Et ce travail, nous devons le faire par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire ne pas voir l'absence de cette qualité dans certaines situations de vie comme étant l'expression d'une absence définitive. Je suis quelqu'un de très sympathique, mais pas toujours. Je suis quelqu'un qui aime donner, mais pas de manière constante. Ça veut dire que cette notion de vouloir donner, elle existe, mais elle est à travailler. Elle est à raffiner, elle est à développer. Mais, et c'est là où en effet, je vais rappeler un enseignement fondateur du Rav Wolbe. Rav Wolbe nous dit la chose suivante, il nous dit qu'il y a néanmoins chez chacune et chacun d'entre nous quelque chose qui est the qualité, qui est présente dans quasiment toutes les situations. Et ces choses-là sont presque, j'ai envie de dire, naturelles. Eh bien,
ces capacités-là, c'est celles qui nous permettront par la suite de découvrir les autres. Et Rav Wolbe explique la chose suivante. Il dit, vous savez, quand Yehuda, un des 12 fils de Jacob, va venir et va reconnaître l'erreur qu'il a pu faire avec Tamar, sa belle-fille, eh bien, nos maîtres disent, mais Yehuda, au plus profond de lui-même, a cette capacité de reconnaissance, de reconnaître ses erreurs. Ça fait partie de sa nature profonde. Comme Yosef. Yosef, cette capacité à résister, à tenir bon face aux tentations, elle fait partie de sa nature profonde. Alors, on va dire, en quoi c'est une qualité, c'est sa nature profonde. Et dire à Velbe, et j'ai envie de le citer dans le texte parce que j'ai le Aléchour qui est ouvert devant moi, על ידי שמירת מעלותיו הקנויות אצלו בטבע בלבד זוכה האדם לכל שלמותו וזכותו. משום שבאמת כל יסוד עבודת האדם אינה לה במעלות הטובות אשר אינם אצלו בטבע. ישמור עליהם, לא יזוז, יגיע לכל תכלית שלמותו. Rav Wolbe dit quelque chose d'incroyable. Il dit car il faut que tu saches que en préservant cette qualité particulière que tu possèdes, eh bien, c'est là où on arrive véritablement à notre harmonie et à remplir notre mission dans le monde. Car ce que l'on attend de nous, c'est que cette capacité particulière soit poussée à son paroxysme, parce que c'est celle qui va créer chez nous un sentiment de bien-être et qui nous permettra à ce moment-là de développer les autres éléments positifs qui sont chez nous, et à terme aussi, de travailler sur ceux qui le sont moins. Et nous sommes donc ici au fond. Et ça sera la conclusion, face à un défi incroyable, qui est d'être prêt à découvrir cette qualité, cette capacité, cette génialité, cette singularité qui nous constitue, qui est le Teva, qui est dans notre nature profonde. Il y a des gens, au plus profond d'eux-mêmes, ils jugent positivement. Ils ne peuvent pas faire autrement que ne pas juger positivement. C'est comme ça. Eh bien, en poussant ça au bout, c'est là où véritablement tu arriveras à développer le reste. Tu arriveras à voir toutes les autres qualités qui sont présentes. Et c'est ce que je nous invite à faire. C'est d'être prêt à nous confronter à la découverte de cette particularité qui peut être notre sympathie, notre sourire, notre rigueur, notre intelligence, notre charisme, notre sensibilité, notre la émouna, le fait qu'on est capable d'être profond, le fait qu'on est capable de supporter les gens, le fait, je sais pas, il y en a plein. Et voir celles qui émergent. Et à partir de là, ne pas avoir peur de savoir que ça, c'est notre point fort. C'est notre point fort. Et vis-à-vis de nos enfants, eh bien, être capable de les ouvrir vers cela, leur donner les moyens à un moment d'accepter de voir cette dimension qui est présente chez eux. Voici, j'ai envie de dire, le préambule de ce qui permet en effet de construire un quotidien dans lequel on pourra se sentir heureux parce que l'expression de nos qualités se fera ressentir exclusivement, et on l'espère, dans des domaines positifs. Je vous remercie pour votre écoute et si vous le désirez, nous allons maintenant passer à vos questions que je vous demande de m'envoyer par écrit, si tant est que vous en ayez. On a une quinzaine de minutes pour le faire. À vous pour vos questions.